mercredi 18 mai 2022, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Nicolas Offenstadt pour la présentation de son ouvrage Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée, paru chez Albin Michel. Nicolas Offenstadt est agrégé et docteur en histoire, maître de conférences en histoire médiévale et enseigne l'historiographie et l'histoire de la Grande Guerre à l'Université de Paris 1. Bonne écoute. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'être avec moi ce soir pour accueillir Nicolas Offenstadt. Pour son livre que nous recevons dans le cadre de la promotion de son livre Urbex, qui est paru chez Albin Michel, et qui vise donc à décrypter une pratique contemporaine, mais pas que, en fait, dont on s'aperçoit avec vous qu'elle a une longue histoire, une pratique donc d'exploration urbaine, selon des critères qu'il va nous falloir définir. Donc justement, la première chose, ce serait peut-être d'essayer d'arriver à définir, dans un premier temps, peut-être même à décrire ensuite ce que c'est que l'urbex, parce que exploration urbaine ou urban exploration, ça, c'est parlant, mais pas complètement. Et puis surtout, il y a une infinité de nuances, d'après ce que j'ai vu, qui sont passionnantes. Oui, d'abord merci beaucoup à Ombre Blanche de m'accueillir et à vous d'être là. C'est une librairie évidemment auquel on a toujours plaisir à revenir. Donc pour vous répondre d'abord, qu'est-ce que c'est que l'exploration urbaine ? Il y a des débats sur la définition, mais si on essaye d'être, disons, de donner quand même un premier élément, c'est une visite de lieux délaissés, donc ça c'est le premier critère, de manière sans considération légale et de manière approfondie. Donc on peut dire qu'il y a trois critères, donc des lieux délaissés ou abandonnés, une visite approfondie, parce que si vous sautez un mur pour prendre une photo, on ne peut pas dire que c'est de l'urbex. Et souvent, ces lieux aussi, vous les visitez sans considération légale. C'est-à-dire que ce n'est pas une visite du patrimoine, comme on l'entend, comme on pourrait aller visiter n'importe quel lieu, même abandonné, en demandant au propriétaire. Donc ce qui fait les caractéristiques de l'urbex, c'est la dimension à la fois de visite approfondie, de lieux abandonnés, et de caractère illégal, ou en tous les cas sans demander d'autorisation légale. C'est les trois critères qu'on peut retenir. Et en fait, comme chez les urbexeurs, donc c'est ceux qui pratiquent ces visites de lieux abandonnés, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parfois des débats sur la définition, comme dans toute définition. Et notamment, il y a certains urbexeurs, donc des gens qui pratiquent ces visites de lieux abandonnés, qui disent non, si c'est légal, tant mieux. Ça m'évite d'avoir des problèmes. Donc pourquoi pas visiter des lieux abandonnés de manière légale si le propriétaire est d'accord, s'il veut bien m'ouvrir pour dire. Donc il y a déjà, même cette définition assez simple, elle pose déjà question. Qu'est-ce que c'est que de visiter voilà. Alors ensuite, on pourra en discuter, mais c'est les trois points. Donc approfondi, illégal ou illégal, et des lieux de délaissés ou abandonnés. D'accord. Puis entre en jeu d'autres subtilités, d'autres pratiques, on peut dire, parce qu'en fait, plus que des écarts de définition, il y a surtout, j'ai l'impression, des écarts de pratique, de effraction, pas effraction, photo, pas photo, publicité, pas publicité, etc., etc. Et alors, vous donnez une généalogie qui a l'air très convaincante de l'urbex. En premier lieu, dès la fin de l'Antiquité, quasiment le rapport aux ruines. Je dis bien le rapport parce qu'en fait, les ruines vont inspirer tour à tour la fascination, mais aussi le mépris ou voire même la répulsion, être conçue comme un peu effrayante. Ensuite, avec les Lumières et puis leur suite jusqu'au XIXe siècle, l'exploration, alors presque avec un E majuscule, tout ce que ça a pu charrier d'imaginaire. Et aussi de structures, de révision des structures économiques avec l'exploration qui était tout sauf désintéressée, enfin la plupart du temps, en tout cas qui était rarement complètement désintéressée. Puis ensuite la promenade urbaine. Alors je sais pas, à un moment on commence à découvrir qu'il est agréable qu'il y a un intérêt à se promener en ville, voire même que ça peut être une philosophie. Je pense évidemment aux situationnistes, aux dérives de débord, et puis finalement l'urbex. Et alors donc, même si c'est une pratique qui est peut-être qu'il faudrait d'abord voir un peu ces étapes, comment ça s'enchaîne logiquement, et comment elle donne naissance à l'urbex, qui tout en étant finalement l'héritier d'une longue tradition, est quand même quelque chose qui
dont la saveur, j'allais dire, est extrêmement contemporaine, puisqu'on y retrouve beaucoup de choses qui sont au cœur des mutations et des enjeux et des discussions, des débats de notre temps, là, de maintenant, du XXIe siècle. Oui, alors merci pour la généalogie, parce qu'en fait, on pourrait se demander finalement, visiter des lieux en ruine ou des lieux abandonnés, c'est des choses qui ont toujours été faites. Beaucoup de gamins sont allés se balader dans des ruines, etc. Alors vous allez me dire pourquoi consacrer un livre à l'urbex et à réfléchir à nos ruines contemporaines. C'est qu'il y a, à mon avis, il y a deux ruptures qui sont quand même importantes pour un historien que je suis, puisque moi je traite aussi le sujet comme un historien, vous l'avez dit, et pas seulement comme un praticien. La première rupture, quand même, je pense, on pourra en discuter, mais c'est quand même on est dans un monde qui produit énormément de ruines et d'abandon. Il y a deux raisons qui sont évidentes. La première, c'est d'abord la désindustrialisation qui s'est accélérée depuis 30 ans, qui a donc, en quelque sorte, produit un nombre de lieux considérable pour se promener. Donc déjà, ça interpelle plus les sociétés quand les ruines sont massives. Et dans certaines régions, vous le savez, il y en a partout en France, avec évidemment des points plus massifs que d'autres. Il y a des lieux qui sont quasiment tout en ruine, des villages, des villes. On pense aux régions les plus industrielles, que ce soit ici dans les bassins miniers ou en Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine, etc. Ça crée quand même, ça a créé une interrogation sociale majeure que d'avoir l'abandon comme horizon quotidien. Ce qui est le cas. Et du coup, forcément, on est dans un autre monde que celui du temps des 30 Glorieuses, où il y avait évidemment des usines ou des supermarchés qui pouvaient fermer, mais ça restait ponctuel. C'est le cas pour la France avec la désindustrialisation, mais c'est le cas ensuite de manière systématique et massive pour tout le bloc de l'Est. C'est-à-dire que la chute de l'industrialisme soviétique a emporté avec lui des milliers de ruines, des milliers d'abandons. Donc on s'est retrouvé en gros dans les années 90 avec un double phénomène, c'est-à-dire une Europe finalement qui produisait de manière massive l'abandon. Abandon avec des degrés variés, donc on fermait des maisons de la culture, on fermait parce qu'il n'y avait plus personne pour y aller, on fermait des industries, on fermait des institutions, des administrations. Et puis il y a évidemment un élément qui a accru l'abandon depuis là aussi quelques décennies plus courtes, c'est évidemment la dématérialisation des économies qui fait que les locaux sont de moins en moins nécessaires et on peut imaginer que ça va continuer à se produire. Et donc du coup on est dans un monde de producteurs de lieux délaissés. Et ça, évidemment, ça interpelle beaucoup plus que ça pouvait interpeller dans les années 50, à un moment où, quand même, il n'y avait pas de raison dans une région industrielle qui est beaucoup lieu à l'abandon. On pouvait avoir laissé tomber quelques hangars, une entreprise pouvait avoir fermé, mais ça restait quand même relativement limité. Donc, depuis les années 70 et 90, on est dans un monde producteur de ruines industrielles, de ruines administratives, de ruines politiques aussi. Et du coup, ça pose une question sociale beaucoup plus importante. Donc ça, c'est à mon avis une première rupture qui explique qui est ce phénomène de l'urbex que j'étudie dans le livre. Il y a un deuxième élément aussi qui a complètement changé par rapport à des gens qui pouvaient s'amuser dans des chantiers ou dans des ruines dans les années 50, quand ils étaient enfants. C'est aujourd'hui, c'est que le phénomène est partageable par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez votre petite ruine, si vous étiez à Millau ou en Lorraine, ben voilà, tout le monde le savait, mais ça restait cantonné aux enfants ou aux jeunes ou à ceux qui s'intéressent dans le village ou dans la ville. Maintenant, si vous mettez une ruine au Kazakhstan ou à Millau, vous avez instantanément, sur un site d'urbex, vous avez des milliers d'urbexeurs qui peuvent se dire, dans mon parcours de visite, je vais aller au Kazakhstan ou à Millau parce qu'il y a cette ruine qui m'intéresse. Et donc, du coup, le phénomène qui devient assez passionnant, c'est que, du coup, l'urbex devient un phénomène mondial où les lieux, les spots, comme on dit, deviennent éventuellement partageables pour ceux qui s'y intéressent, y compris quand, a priori, ça n'avait pas de vocation à être des lieux particulièrement exceptionnels. Et donc, du coup, on peut parler d'urbex, à mon sens, là aussi, d'exploration urbaine, que quand il y a ce phénomène de partage avec les réseaux sociaux. Donc, ça commence il y a 15-20 ans, à un moment où il y a Facebook qui se développe, dans les années 2005-2006, où il y a YouTube qui permet de mettre des vidéos en ligne, ensuite des sites de partage photographique comme Flickr, et puis ensuite, plus récemment, Instagram. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure ceux qui sont là connaissent, mais vous avez, aujourd'hui dans le monde entier, vous avez maintenant des dizaines de milliers d'urbexeurs qui ont leur site et qui montrent, parfois de manière classée très typologique ou de manière très bien faite, qui vont montrer tout ce qu'ils ont visité comme lieu abandonné. Ce qui fait qu'au lieu d'être simplement l'amusement que vous pouvez encore une fois avoir au Kazakhstan ou dans l'Aveyron, ça devient un phénomène mondialisé. Puisque immédiatement, ce que vous avez fait localement devient partageable. Et là, ça devient du coup un mouvement beaucoup plus général, avec des gens qui se passionnent parfois pour tel ou tel type de patrimoine.
C'est-à-dire, il y en a un qui va être un spécialiste des moulins, donc il va aller voir les moulins qu'il peut trouver dans le monde entier. D'autres, c'est les aciéries, un autre, c'est les villas. Et donc, du coup, il y a toutes les formes de mouvements que vous pouvez imaginer, de passionnés de lieux abandonnés. Et la grande nouveauté, donc c'est pour ça que ça justifie d'étudier ce mouvement en tant que tel par rapport à des livres sur l'histoire des ruines, c'est qu'il y a cette dimension incroyable de mondialisation. De mondialisation du rapport aux ruines avec des codes sur lesquels on reviendra peut-être. Et même maintenant, par exemple, pour vous dire, le mouvement devient, même en Chine, il y a un mouvement urbex qui devient très puissant, qui calque un petit peu ce qu'ont fait plutôt les Occidentaux, parce que le rapport aux ruines était très différent. Et donc, du coup, on est dans vraiment un phénomène tout à fait neuf de partage mondial du rapport aux lieux délaissés. Alors, ça charrie beaucoup de choses sur lesquelles on reviendra, mais c'est ça les deux nouveautés par rapport à Pétrarque, qui se promène dans les ruines de Rome. Voilà, c'est la différence, c'est ce partage et cette massification des lieux et des possibilités. Et en même temps, quasiment pur produit de notre époque, d'un héritage et donc de l'impact qu'a pu avoir l'introduction d'Internet dans le partage des connaissances. Je pense qu'il y a aussi vraiment des choses qui sont très propres au débat actuel. Par exemple, on repère assez facilement l'urbex au départ est peut-être pas tout à fait au départ, mais une activité avec une sociabilité limitée à soi-même dans beaucoup, peut-être la majorité des cas, mais en tout cas qui se pratiquait en tout petit groupe. Et en même temps, alors que c'est une activité avec une sociabilité très limitée, Internet lui donne augmente le réseau en fait quasiment à l'infini, en tout cas toute la surface du globe. Comme vous parliez de la Chine, j'étais curieux d'apprendre qu'on pouvait en fait un Européen pouvait relativement facilement faire de l'urbex en Chine parce que ça n'avait pas encore traversé les autorités chinoises, que ça pouvait être un lieu les ruines n'étaient pas spécialement à surveiller. Donc il y a cette tension entre l'individuel et le collectif, entre l'individualisme et l'action collective que je trouve très caractéristique de notre époque aussi, entre une tension également, vous parliez de se passer les tuyaux, mais il y a une éthique relativement précise, qui n'est pas complètement figée, mais qui est quand même respectée rigoureusement sous une forme ou sous une autre par les urbexeurs, quant à la transmission des informations précises sur un lieu, par exemple. Et pour autant, même si dotée d'une éthique assez vigoureuse, autoproclamée, auto-élaborée. Pour autant, c'est quand même une pratique qui découle de la transgression. Donc, encore une fois, je trouve cette tension dynamique qui anime tout le mouvement assez fascinante. Oui, il y a un paradoxe qui est assez fascinant et assez génial aussi, même c'est que le principe, évidemment, puisque je vous le disais tout à l'heure en introduction, le principe d'aller voir ces lieux, c'est que vous le faites de manière illégale. Vous ne demandez pas au propriétaire, à chaque fois qu'il y a un moulin, une villa, vous rentrez. Ensuite, je vous raconterai, si vous voulez, comment on fait. Mais en tous les cas, le principe, et donc du coup, s'il y a de l'illégalité, ou au moins de l'allégalité, c'est-à-dire l'absence de légalité, ça veut dire évidemment forcément qu'il y a de la clandestinité. Et donc on est dans un paradoxe assez intéressant, c'est que le principe de la pratique, c'est le secret relatif. Donc vous ne devez pas dire comment vous faites, sinon tout le monde va y aller. Et en même temps, le principe étant le partage par les réseaux sociaux, vous avez encore une fois, du coup, avec des sites internet, la possibilité de faire découvrir les lieux que vous avez secrètement visités au monde entier. Et donc on est dans cette tension. Et alors il y a plusieurs moyens de la résoudre, dont l'un est que les urbexeurs normalement ont défini comme code de ne jamais donner le lieu. Ce qui évidemment pose tout un ensemble de problèmes, y compris pour un historien, on pourra y revenir, mais c'est que normalement tous ces sites de partage en ligne peuvent dire voilà une Assyrie. Ou alors, du coup, vous ne savez pas où c'est, ou une Assyrie au Kazakhstan, ou encore une fois, ou une poterie à Millau, puisque je reprends mes deux exemples. Et donc, du coup, a priori, après, vous n'en savez pas plus. Donc, si vous n'avez pas l'adresse, vous ne pouvez pas vous y rendre. Donc, il y a ce paradoxe, et qui est passionnant, c'est-à-dire à la fois une activité, comment est-ce qu'on articule le secret et le public dans l'exploration urbaine. Alors, il y a donc le premier moyen de résoudre la question, c'est de ne pas donner l'adresse. Mais sauf que vous perdez un élément qui est très important chez certains urbexeurs et qui, moi, celui qui m'intéresse le plus comme historien, c'est la dimension patrimoniale. On ne peut pas faire de la valorisation patrimoniale ou de raconter l'histoire d'un lieu si on ne dit pas où il est. Donc du coup, il y a tout un ensemble de tensions. Et d'ailleurs, il y a même des débats très virulents et très forts entre les urbexeurs pour savoir si est-ce qu'on dit le lieu ou pas. Et si on le dit, jusqu'où on donne les éléments. Il y en a qui, par exemple, sur leur site, cachent tous les indices qui pourraient permettre de reconnaître le lieu. Par exemple, du papier en tête.
Parce que vous pouvez ne pas donner le lieu, mais si vous mettez le papier en tête avec le nom de la scierie, c'est très facile ensuite de retrouver aussi. Voilà. Donc du coup, il y a tout un ensemble de jeux avec les règles pour que le lieu ne soit pas identifiable et que du coup, ça ne se diffuse pas. Et en même temps, les photos parfois permettent évidemment de le reconnaître. Donc il y a un rapport assez compliqué, assez tendu donc dans la communauté des urbecteurs autour de cette question-là. Alors moi, par exemple, j'ai décidé de jamais respecter cette règle comme historien, parce que pour moi, un lieu, et c'est aussi une règle que j'ai comme historien, c'est-à-dire que je pense que quand on fait de l'histoire, évidemment, le but est de caractériser au maximum ce dont on parle. C'est-à-dire que moi, j'aime pas non plus trop anonymiser les témoignages quand je les utilise, il faut parfois le faire, mais je pense que plus on donne d'éléments, mieux c'est pour comprendre une période ou un lieu. Donc du coup, moi, je suis plutôt contre l'idée de ne pas donner les noms des lieux, donc je le fais plutôt volontiers, parce que j'estime qu'après tout, c'est un bien commun, ces lieux abandonnés, un bien historique, un bien patrimonial, et donc du coup, il n'y a pas de raison, mais on peut reprocher du coup aussi évidemment de donner la possibilité à chacun ensuite d'aller les visiter. Donc vous avez raison, il y a une vraie tension, et c'est une tension qui est quand même pas sans poser problème, parce que si vous regardez les sites ou les pages Facebook, le nombre de gens qui sont abonnés, il y en a une qui m'a... Juste pour la page par exemple de la ville de Chemnitz, en Saxe, vous avez plus de 40 000 abonnés aujourd'hui, juste pour regarder les lieux abandonnés de cette ville-là. Vous voyez, donc vous imaginez à l'échelle mondiale le nombre de gens qui consultent des pages de lieux abandonnés. C'est un phénomène qui est colossal. Donc du coup, la question du secret, elle se pose quand même, parce qu'évidemment, les 30 000 ne vont pas y aller. Mais si vous imaginez ensuite des lieux abandonnés devenir des autoroutes de visite, ça pose un certain nombre de questions de sécurité, de morale. Voilà. Donc du coup, la pratique de l'urbex, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'elle m'intéresse. C'est qu'elle est aux marges de tout, en fait. Elle est aux marges de la ville, souvent, parce que pour des tas de raisons, c'est pas un lieu délaissé. Et puis de plein d'autres enjeux. Et notamment cet enjeu de savoir, finalement, est-ce qu'on peut s'approprier un lieu délaissé? Est-ce qu'il doit le partager avec les autres? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Et comme historien, moi, je défends évidemment l'idée que ces lieux sont un patrimoine historique et qui sont donc accessibles et doivent être accessibles à tous. Ensuite, il y a la question de de la responsabilité personnelle, parce que c'est évidemment dangereux. Ils ne sont pas sécurisés, ils ne sont pas faits pour être visités, mais là, on arrive dans un autre terrain. Et vous le décrivez très bien dans le livre, mais en fait ce qui est de fascinant aussi, c'est que les ruines avant même l'urbex, souvent, ou les friches plus exactement, connaissent souvent une seconde vie, et non pas seulement comme dépotoir ou lieu de balade plus ou moins romantique, mais aussi comme squat, comme lieu pour des activités qu'on dit informelles de deal ou etc., mais aussi des ateliers, des lieux de fête. Moi je me souviens d'avoir vu des très bons spectacles c'était pas l'urbex à l'époque, c'était il y a longtemps, mais dans un site industriel déclassé. Et comment s'articule à ce moment-là? Est-ce qu'on est encore dans l'urbex quand le lieu est toujours vivant d'une certaine manière, même s'il est complètement dévoyé? Est-ce que l'urbex l'a précédé, ou est-ce que l'urbex va le suivre, ou est-ce que l'urbex est concomitant à cette exploitation nouvelle du lieu? Est-ce que le côté abandon est vraiment primordial pour l'urbex? Vous avez raison. Ce qui est passionnant dans l'urbex, moi j'en ai fait un peu dans beaucoup d'endroits. J'ai visité des centaines de lieux. C'est que vous rencontrez beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, quand on dit que ce sont des lieux abandonnés, c'est à moitié vrai, parce qu'il se passe des tas de choses, comme vous l'avez rappelé. Et donc du coup, effectivement, d'ailleurs, et c'est assez fascinant, parce qu'il s'est passé même. Pour l'historien, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a même parfois des tas de choses qui se sont passées depuis l'abandon. C'est-à-dire, dans certaines pièces, vous n'êtes plus capable de savoir dans quelle pièce vous êtes par rapport à l'usine ou à la caserne originelle, parce que vous avez l'impression qu'il y a une troupe de théâtre qui a laissé ses décors, ou qu'il y a des SDF qui ont vécu, etc. Et donc, du coup, là, il y a une historicité. Et donc, du coup, effectivement, ces lieux sont multiples. Alors, deux choses là-dessus. D'abord, pour moi, pour que l'urbex reste, il faut que vous les visitiez. Donc c'est-à-dire que du coup, souvent, vous allez quand même dans des endroits qui ne sont pas tous récupérés. Souvent, moi, j'ai fait des endroits où ils avaient parfois 30, 40 bâtiments sur plusieurs hectares. Donc, il y en a certains qui sont récupérés, mais d'autres sont à l'abandon. À partir du moment où vous faites cette visite approfondie, on peut dire que c'est de l'urbex, même si certains lieux sont occupés. Donc ça, c'est pas un problème de définition. Mais ce qui est très passionnant surtout, c'est que comme historien, vous ne pouvez pas toujours reconstituer l'histoire du lieu, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Ça a été déformé, il y a des machines, mais vous ne savez pas finalement si elles correspondent. Et du coup, c'est un vrai travail d'archéologue quand vous vous intéressez à l'urbex. Parce qu'il y a la dimension aventure, on y reviendra peut-être, il y a plusieurs manières de faire de l'urbex. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de visiter ces lieux, de comprendre ces lieux comme un historien.
Donc me dire finalement j'arrive là, comme si j'étais dans un centre d'archives ou devant un document, et de me dire qu'est-ce que je peux comprendre du lieu. Et on trouve beaucoup de choses. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que vous trouvez souvent des objets ou des documents qui ne correspondent pas. Vous dites, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites, ben voilà, là dans mes documents à moi, je savais que c'était, par exemple, c'était une usine agroalimentaire, et puis vous trouvez que des trucs sur de la fabrique de plomb. Vous dites, pourquoi et à quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mutation du lieu? Et pourquoi est-ce que c'est pas documenté? Pourquoi est-ce que c'est mal documenté? Est-ce qu'il y a eu une forme d'accord informel entre une usine et une autre pour se passer des bâtiments? Et donc, du coup, pour l'historien, c'est fascinant parce que vous pouvez vraiment faire une forme d'histoire du lieu que vous ne pouvez pas faire, et ça, j'y insiste, avec des documents d'archives. Parce que les archives sont souvent très formelles, et donc s'il y a eu des accords informels, s'il y a eu des occupations qui n'ont pas été dites, vous allez le voir qu'en allant sur place, voire en rencontrant des gens. Et il y a des moments qui sont tout à fait fascinants parce que vous ne retrouvez rien de ce qui est prévu. Et j'ai parlé avec des archéologues, j'ai travaillé sur cette question avec les archéologues, je leur ai dit qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, les archéologues disent, bah oui, en fait, on pourrait bosser dessus, nous, comme archéologues, même sur du passé très contemporain, parce que, peut-être que vous le savez, mais une des techniques classiques de l'archéologie, c'est de travailler par couches. La stratigraphie, évidemment. Quand on fouille, on essaie de voir à quel niveau du sous-sol correspond tel type d'occupation, notamment quand c'est des occupations anciennes. Et en fait, dans le désordre et le fouillis de ces lieux abandonnés, on peut très bien faire de la stratigraphie avec les méthodes de l'archéologie. Et ça, moi, ce serait un de mes rêves. J'avais des projets, c'est d'emmener des archéologues avec moi dans un urbex et de leur dire, ben voilà, là, il y a des poubelles, il y a des trucs qui datent... Moi, je le fais beaucoup en Allemagne, on y reviendra peut-être. Là, il y a des trucs qui datent du Troisième Reich, il y a des trucs qui sont antérieurs du 19e siècle. Là, il y a des gens qui ont jeté leurs poubelles il y a 6 mois. Alors, il y a des choses qui sont faciles à identifier quand il y a les marques. Vous voyez les dates, mais il y a des tas où c'est pas simple. Vous dites, il y a des puis ça peut être rapporté après. Et là, la stratigraphie, le travail de l'archéologie qui peut dater, pourrait m'aider. Par exemple, si je trouve un document des années 20 dans un tas, je peux dire, est-ce qu'il est là depuis les années 20 ou est-ce que c'est un type qui a acheté les poubelles de son grand-père? C'est pas pareil. Et moi, comme historien, j'ai pas forcément le moyen de le savoir. Et tandis qu'un archéologue qui a l'habitude de travailler sur la poussière, etc., de dater, il aura plus facilement la capacité à me répondre. Et donc, du coup, vous voyez, c'est un monde qui est très, très riche, aussi bien en termes de ce que vous trouvez que les rencontres que vous pouvez y faire. En même temps, c'est quelque chose. En vous écoutant, je m'aperçois à quel point ça doit être stimulant, parce que bon, on le voit dans le livre aussi. Vous donnez quelques exemples pratiques de comment vous avez organisé certaines urbex et comment on fait en général pour le faire. Mais en même temps, donc il y a ce côté un peu aventure. Vous rappeliez que on l'a tous fait quand on était gamin, quoi, aller traîner dans le château abandonné, dans les ruines, dans l'usine, à un stade démonté. Il y a ce côté d'aventure qui reste et ce côté de rencontre fortuite, inopinée, et en même temps, c'est votre job. En tout cas, pour vous, c'est votre job. En tout cas, c'est un hobby qui est vraiment passionnant. Donc, vous en retirez beaucoup de stimulation, j'ai l'impression, de cette activité. Ça s'articule comment avec votre boulot? Oui, alors, au départ, quand je l'ai fait, c'était plutôt pour m'amuser, enfin, comme ça, parce que moi, je suis assez curieux. J'aime bien en histoire, d'ailleurs. Moi, j'aime l'histoire de plein air. Donc j'ai enseigné l'histoire médiévale au Mirail il y a longtemps. Le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai organisé avec mes étudiants une visite du Toulouse médiéval. Pour moi, ça n'avait pas de sens de faire cours au Mirail sur Toulouse sans aller voir toutes les merveilles médiévales. Donc moi, j'ai toujours pensé l'histoire de plein air. Donc du coup, assez naturellement, quand je me balade, je vous donne cet exemple-là parce qu'on est là, mais j'ai toujours fait attention à lier ce que je faisais dans les archives ou dans les cours et ce qu'il y avait autour de moi comme environnement. Je l'ai fait partout, j'ai enseigné dans plein d'autres lieux et j'ai toujours fait attention à mon environnement. Donc spontanément, je franchis vite une grille, une clôture, une porte pour aller voir ce qu'il y a quand c'est un objet historique. Donc au départ, l'urbex, c'est un peu parti de cette curiosité d'historien qui, quand il voit une jolie façade, ouvre, pousse la porte et essaye ensuite d'en faire profiter les étudiants ou les collègues. Et puis à un moment, là où les choses ont basculé, si on peut dire, dans un autre registre, c'est quand j'étais en Allemagne de l'Est. Parce que je l'ai fait notamment, et ce qui m'a frappé très vite par rapport à ce que j'avais pu voir ailleurs, c'est qu'il y avait eu un abandon massif aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en rentrant dans les usines, dans les maisons de la culture, je tombais sur les archives, je tombais sur des documents, et je me suis dit, là, on est à un autre registre, on n'est plus simplement dans un lieu abandonné ou dans une vieille église, on est dans un monde qui a disparu et qui a laissé beaucoup de traces. Et du coup, la première fois, je me suis dit, ça doit être un hasard, si je suis tombé sur ces archives. Et puis j'ai vu qu'il y avait eu un abandon massif.
Et du coup, là, j'ai commencé à travailler comme historien un peu plus en me demandant. Et du coup, c'est les livres précédents que j'avais eu le plaisir de présenter ici. Sur les RDA. Voilà, Urbex, RDA, entre autres. Et du coup, ce qui me fascinait, c'est de se dire qu'en rentrant dans ces lieux abandonnés, vous rentriez aussi dans l'histoire. C'est-à-dire pas simplement pour s'amuser, mais je tombais sur de la documentation. J'en parle dans ce livre, j'ai même élargi les choses, mais par exemple, on en parlait tout à l'heure. Voilà, j'ai fait un petit urbex à Millau dans l'Aveyron il y a quelques temps dans une pocerie. Il y avait toutes les archives du personnel. La pocerie était abandonnée, donc j'avais toute l'histoire. Donc là, forcément, comme historien, vous êtes interpellé en se disant finalement pourquoi c'est abandonné, qu'est-ce que je pourrais en retirer en termes d'histoire. Et du coup, là, effectivement, on est stimulé pas seulement comme aventurier entre guillemets, mais aussi comme historien, en se disant qu'est-ce que je vais faire de ça. Et alors là, les questions sont sans fin. Est-ce que je les regarde, ces documents? Est-ce que je les prends? Est-ce que je les jette? Est-ce que je les photographie? Est-ce que je le signale aux archives? On pourra en discuter dans les questions. Et donc, effectivement, c'est assez fascinant. Et c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. Autrement dit, si je suis dans un bâtiment totalement vide, même s'il est très beau, au bout d'un moment, je vais en avoir assez. Mon caractère urbexeur va s'arrêter. Par contre, quand je trouve la salle d'archives abandonnée, ou quand je trouve des vieilles machines où il y a encore des indications, ou quand je trouve des panneaux sur les règlements du travail, ou sur ce qui s'est passé, ou quand je trouve, par exemple, ça m'est arrivé de nombreuses périodes, des documents qui sont parfois très rares, très personnels, là je pourrais rester évidemment des heures. Ou quand vous rentrez dans une salle où vous avez encore tous les panneaux de propagande de l'époque soviétique, avec les instruments de l'ouvrier qui est parti et qui tout est resté dans l'état. Il m'est même arrivé de trouver le bureau du patron d'une entreprise où il avait écrasé sa cigarette au moment de l'unification allemande, il était parti et tout était resté en 90. Donc là, évidemment, comme historien, c'est fascinant, comme vous dites, et je peux rester des heures. Donc je suis un peu particulier comme urbexeur. Voilà. Maintenant, pour répondre à la première aspect de votre question, j'aime bien le côté aventure. C'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que dans l'urbex, il y a toute une part, et c'est ce qui intéresse essentiellement les gens, parce que tous ne sont pas historiens de tempérament, mais on y reviendra peut-être, beaucoup d'urbexeurs ont quand même un rapport très dense au patrimoine. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est parce qu'en fait, c'est en fait parler du patrimoine et du rapport au patrimoine qui m'intéresse le plus, sans doute. Et donc, du coup, il y a quand même quelque chose de très dense dans ces lieux. Et l'aspect aventure, évidemment, c'est qu'il y a deux ou trois aspects qu'il faut rappeler pour pas rendre l'activité plus patrimoniale qu'elle n'est. C'est que d'abord, il faut rentrer dans ces lieux. Tous ne sont pas... Il y en a qui sont accessibles, mais il y en a qui demandent de l'acrobatie, de trouver la faille. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont racheté ces lieux, qui les ferment et qui n'en ont pas l'utilité, mais qui ne veulent pas forcément que ça devienne un lieu de visite. Donc du coup, il faut trouver le moyen. On pourra en discuter. Ça, c'est déjà assez amusant. On ne trouve pas toujours. Il y a un urbexeur qui voulait voir une aciérie en Lorraine. Il dit qu'il a trouvé des mois avant de trouver l'endroit par lequel il pourrait rentrer sans casser. Parce que le but n'est pas de casser. On n'est pas des casseurs. Donc le but est de rentrer par un lieu, par une fissure. Ensuite, j'ai plein de trucs pour rentrer. Et puis il y a des fois où ça ne marche pas, parce qu'il faudrait vraiment casser la porte ou casser la fenêtre. Et ça, on ne le fait pas. Sinon, c'est plus de l'urbex, ça devient du vandalisme ou autre chose. Et donc, tant que l'urbex, c'est de respecter. Donc, on rentre. Alors, il y a une petite hypocrisie parce que pour rentrer, il faut que quelqu'un ait un moment forcé, évidemment. Donc, c'est un peu, c'est pas une dimension. Donc, ça, c'est la dimension amusante. Ensuite, il y a ce que vous allez découvrir. Évidemment, ça, c'est très excitant parce que vous rentrez dans un lieu, mais vous savez pas du tout si vous allez être seul, si vous allez trouver, comme je vous disais, des documents ou des machines ou être dans un lieu vide. Si ce lieu est petit ou grand, si une partie est murée ou pas. Il y a toute une partie qui est vraiment une découverte incroyable. Moi, il y a des endroits qui sont devenus... il y avait une usine chimique, pour vous donner un exemple, à Berlin, qui était occupée qui avait été récupérée. Et pour je savais que c'était une immense usine chimique, donc je me suis dit, elle est récupérée par une usine en marche. Il y avait des vigiles, des chiens. Je me suis dit, je ne vais pas réussir à rentrer. Et en fait, en la contournant, je passe les détails, je suis rentré, en fait, il restait toute l'usine chimique des années 50 qui avait été complètement abandonnée. Donc l'usine contemporaine n'avait repris que 2 ou 3 bâtiments. Et donc là, vous rentrez dans une usine chimique de RDA des années 50 et tout y était. Il y avait tout le matériel, il y avait le vestiaire des ouvriers, il y avait toute la documentation technique et du personnel. Donc ça, vous ne savez pas au départ. Vous ne savez pas si vous allez rentrer parce qu'on voyait des vigiles, des chiens, a priori c'est mal barré. Il se trouve qu'ils ne protégeaient qu'une petite partie la plus active. Et ensuite, quand vous rentrez, vous ne savez pas si vous allez juste tomber sur 2 murs, 2 villas murées, et puis vous en avez pour un quart d'heure. Et là, je suis resté 5 heures, et j'ai retrouvé tout ce qu'on peut imaginer. Il y avait encore il y avait les bureaux qui étaient en l'état,
Il y avait les installations chimiques qui étaient là, il y avait le vestiaire du personnel avec des gens qui avaient laissé des documents personnels. Bref, et là, vous êtes dans une forme de découverte incroyable du passé. Voilà. Et d'autres fois, vous passez souvent les casernes, parce que je pense qu'il y a plus de gens qui étaient passionnés par les affaires militaires, donc qui ont tout piqué. Et puis, vous pouvez rentrer dans une caserne immense, une caserne soviétique, et vous faites des couloirs de dortoirs pendant des heures, et ça n'a pas un intérêt fou. Et puis, dernier aspect qui est aussi amusant, évidemment, qu'il ne faut pas négliger, il faut rentrer, il faut voir ce qu'on a découvert, puis il ne faut pas se faire attraper. Parce que parfois, quand même, il y a des vigiles, des gardiens ou des voisins qui sont trop vigilants. Et voilà, donc du coup, il y a un petit peu... voilà. Et la dernière fois, je suis rentré dans une usine que je pensais totalement abandonnée. C'était il y a 10 jours, à Berlin d'ailleurs. Et en fait, il y a l'alarme qui s'est déclenchée, tout le monde est arrivé, etc. Donc là, vous êtes... vous êtes dans un moment, bon, c'est pas méchant, mais voilà, il faut... Vous dites que votre qualité de professeur vous a toujours sauvé des gros ennuis. Oui, parce que du coup, je monte sur mes grands chevaux, je reboutonne ma chemise, je dis comment, voilà, c'est ça, j'observe, voilà, je suis historien, et souvent c'est assez amusant parce que souvent ça apaise la situation, oui, parce qu'il voit que c'est pas un voyou qui est en train de casser, et oui, et voilà, il y a même des fois où ça m'a sauvé. Une fois, je suis rentré dans un immense endroit qui était une ancienne école de la sécurité civile en Allemagne, et j'avais pas vu qu'en fait il y avait une toute petite entreprise de taxi qui avait repris juste la guérite d'entrée. Et donc du coup je suis rentré, etc. Et donc du coup je me suis fait enfermer avec ma voiture dedans. Et du coup voilà, je pouvais pas sortir. Donc là j'étais obligé d'avouer quand même que clandestinement j'étais rentré dans ce lieu. Et par chance, je sortais de la fac, donc j'avais tout mon costume de prof, donc du coup j'étais en urbexer, etc. Mais dans le coffre, donc du coup j'ai remis mon costume et j'ai inventé un scénario pas possible, que je m'étais endormi, etc. Et le fait d'arriver plus du tout en urbexer avec des grosses chaussures, etc. Le type m'a ouvert sans comprendre trop comment j'avais pu me perdre là. Mais le coup du professeur Nimbus avait marché. Voilà, donc oui, ça sert souvent quand même, parce que sinon vous pouvez avoir des ennuis. Et on voit bien le bénéfice qu'il y a pour les gens à le faire. C'est une activité qui est stimulante, qui est excitante. On voit bien les bénéfices qu'on peut y faire quand on est historien aussi. On peut découvrir des choses, mieux comprendre comment se sont articulées différentes époques du même lieu. Mais est-ce qu'à votre connaissance, pour autant que vous le sachiez, il y a des collectivités locales, des autorités qui se sont emparées du travail, entre guillemets, des urbexeurs, qui en ont fait quelque chose, qui ont récupéré des sites, dont l'attention a été attirée finalement sur certains sites, certaines pratiques, de manière à les valoriser pour la région, pour le pays, En RDA, typiquement, est-ce qu'il y a des villes qui essaient de rattraper un peu de tourisme voilà, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, mais... Oui, de plus en plus, parce que, encore une fois, les urbexeurs, les bons urbexeurs, normalement, sont des bons photographes, ou en tous les cas, c'est des photographes. C'est des gens qui manient bien Internet et donc qui font des sites de qualité. Et du coup, les habitants du lieu, très vite, se mobilisent. Parce qu'ils voient que finalement, l'usine de l'intérieur, elle recèle encore des choses intéressantes, que c'est un patrimoine local. Et donc, oui, il y a énormément de collectivités locales qui souvent sont attirées sur l'intérêt d'un lieu. Alors, ça va plus ou moins vite, mais qui participent du coup à en préserver une partie. Et ça, c'est quelque chose qui se fait. Il y a des tas d'exemples aux États-Unis, en France, etc. Pour vous donner moi, j'y ai participé il n'y a pas longtemps. Pour vous donner un exemple très concret, j'ai visité avec un collègue professeur d'histoire local dans la Somme une usine qui était très importante, notamment qui fabriquait des sacs de toile de jute. Et c'est une immense usine dans un quartier un peu sinistré d'Amiens. Et donc, lui, il était urbexeur, mais il était un peu moins expérimenté que moi. Pardonnez-moi cette petite forfanterie, mais bon. Et donc, du coup, il était un peu plus prudent. Et moi, je lui dis, mais tu sais, il faut aller partout. Quand on est urbexeur, on laisse rien de côté. On regarde l'ensemble des bâtiments, on essaie, etc. Et donc, je lui dis, mais là, t'es allé. Il me dit, non, l'escalier est dangereux. Alors, des escaliers dangereux, moi, j'en ai fait des milliers. Donc, voilà, si vous avez peur des escaliers dangereux, vous faites autre chose. Parce que, voilà, il y a beaucoup d'escaliers dangereux. Je lui dis, écoute, celui-là me paraît pas spécialement dangereux. Il était à 2-3 mètres du sol, on pire, voilà. Donc on va le prendre et on va aller voir. Et il me dit, mais t'es sûr? Je dis oui. Et en fait, cet escalier dangereux nous a menés dans la salle des archives et notamment des moulages de toiles de jute. Donc il y avait tous les moules depuis le 19e siècle qui étaient à l'abandon de tous les sacs qui avaient été moulés. D'ailleurs, il y avait AZF, comment ça s'appelait avant.
Il y avait un sac... SNPE. Voilà. Il y avait par exemple donc les sacs d'AZF, il y avait le moule qui était là. Donc c'est quand même intéressant, hein, parce que c'est du point de vue graphisme, du design, etc. Il y avait plein de trucs. Il y avait aussi beaucoup de trucs coloniaux. Et du coup, personne n'y était allé parce qu'il y avait soi-disant cet escalier dangereux. Donc personne, plus des années, était allé voir. Et en fait, ça a tellement intéressé tout le monde que les archives de la Somme et les archives communales viennent de les récupérer. Donc vous voyez, mais sans urbex, vous ne pouvez pas y aller si vous dites on va se promener parce qu'il faut rentrer, c'est dangereux. Parce qu'il y avait l'escalier, mais ensuite il fallait monter sur une bassine. Bon, je vous passe le détail, mais c'est de l'urbex. Hein. Donc il faut avoir fait un peu de grimpette pour arriver jusque c'est lui. Il n'y a rien de dangereux. Hein. Bon, voilà, au pire vous tombez. Mais il faut simplement, disons, avoir une pratique et un regard, et ensuite il faut fouiller parce que c'est pas à disposition sur une vitrine. Donc et maintenant c'est récupéré par les archives communales, ça va être inventorié, ça va devenir et c'est de fait intéressant hein, parce que c'est toute l'histoire hein, de la toile de jute et puis aussi des logos industriels puisqu'il y a tout le design de chacun des ça m'avait frappé parce que je vous dis, en plus moi j'étais à Toulouse au moment des ZF, donc forcément ça m'avait donc du coup j'ai vu ça s'appelait les azotes, effectivement. Onia, voilà, exactement, c'est ça ce qui est sur le. Merci. Et donc du coup, c'est quand même intéressant parce que là, vous avez toute cette histoire industrielle, hein, et voilà. Et donc ça, c'est un exemple typique, si vous voulez, d'urbex qui permet hein, de sauver du patrimoine et ensuite d'en faire même un outil pour la recherche. Et ça se fait de plus en plus. Alors, il y a des tas de formes de mobilisation. Il y en a qui déclenchent les paroles ouvrières, aussi des gens qui ont travaillé. C'est-à-dire que, comme ils voient les photos, ils se disent, bah oui, c'est là que voilà, les liens se font, etc. Et puis, ils commencent à parler. Et donc, du coup, là, Internet est un outil quand même incroyable parce que, du coup, ça met en lien des gens qui, a priori, ne pourraient pas forcément se mettre en lien. Un autre exemple, si vous voulez, pour décentrer, il y a un hôpital psychiatrique qui a été abandonné dans le sud de Londres, qui s'appelle Cane Hill, qui est connu, et qui a été urbexé, comme j'ai fait, moi, pour cette usine de toile de jute, et l'urbexeur a mis ça en ligne. C'était un hôpital psychiatrique. Et très vite, manifestement, c'était un grand hôpital où beaucoup de gens étaient passés, et très vite, les patients ont commencé à réagir aux photos de l'abandon. Et ils ont envoyé des documents. Les soignants aussi. Et du coup, le type qui était au début juste, vous regardez le site, au début, c'est juste des photos d'urbex, donc des beaux photos d'abandon. Et en fait, il a commencé à recueillir des témoignages et à recueillir des archives. Et donc, du coup, donc là, c'est pas par les autorités, mais c'est par le fait du web. C'est devenu un site de référence, en fait, hein, sur l'histoire de la psychiatrie londonienne, parce que les gens ont donné des documents, etc. Et donc, du coup, il y a plein d'éléments. Aux États-Unis, c'est une clinique obstétrique qui a suscité la prise de parole de femmes qui étaient nées, qui avaient accouché dans cette clinique, et même des prises de parole assez critiques aussi sur les pratiques d'obstétrique. Vous voyez, donc du coup, parce que le fait que l'urbex pose des questions que ne pose pas un lieu qui marche toujours. Vous voyez, si vous avez le site avec l'histoire de l'hôpital, vous n'avez pas forcément raconté vos histoires d'accouchement, mais le lieu abandonné, forcément, ça déclenche autre chose, parce que vous avez l'impression que c'est fini, que ça, l'abandon peut déclencher des paroles. Donc vous voyez, aussi bien en termes d'archives qu'en termes même de discussion, ça peut déclencher énormément de choses quand c'est fait avec une certaine conception. Ça fait partie aussi des tensions dynamiques que j'avais repérées dans votre travail, c'est que c'est en fait, en même temps, il y a quelque chose qui pousse cette pratique vers il faut bien le dire, une forme d'élitisme, puisque on se passe les tuyaux, mais qu'à moitié, qu'entre proches, etc. Et en même temps, c'est vrai qu'elle peut déboucher d'une manière assez évidente sur des avancées démocratiques, je ne sais pas exactement comment dire ça, mais des améliorations du tissu social. Et cette tension est très très belle. Et je crois que c'est à peu près toute la dernière partie de votre livre y est consacrée. Et il y a aussi vous dites que le fait d'aller récupérer un endroit, de s'introduire, parce qu'en fait l'urbex complète prend pour certains, ça induit aussi à parler avec les gens, avec les témoins qui restent, etc., et que du coup se libère une parole qui n'avait pas été jusque-là sollicitée, qui peut faire l'objet d'une récolte, d'un travail, etc. Et vous y êtes venu à plusieurs reprises. Pourquoi il y a cette espèce de prépondérance de la photo dans l'urbex? Ça a l'air d'être vraiment une pratique quasiment centrale. C'est parce qu'il faut témoigner de ce qu'on a fait, ou il y a un autre lien peut-être plus intime, plus psychique presque entre les deux? Oui, il y a plusieurs éléments. D'abord, je pense qu'il y a une tradition alors là, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a quand même la tradition de toute une esthétique occidentale des ruines, hein, depuis la gravure de Piranèse, depuis
la peinture d'Hubert Robert. Hein. Il y a quand même l'idée, il y a une tradition picturale très forte que la photo a reprise, hein, finalement, de la ruine comme un lieu qui est parlant sur le présent, qui est parlant sur l'espèce humaine, en gros, hein, les choses qui passent, toutes les méditations qu'on peut imaginer à travers la ruine et l'abandon. Et donc, du coup, il y a cette tradition picturale. Il y a une deuxième tradition qui est très forte aussi, notamment en Allemagne, c'est la tradition de la photographie industrielle, hein, qui a donc du coup là aussi a beaucoup influencé. Et puis ensuite, il y a peut-être un troisième élément qui joue pour expliquer ce goût de la photo. C'est évidemment cette idée du témoignage, effectivement. Hein, cette idée de dire, d'abord parce que il faut y être rentré. Donc quand vous êtes rentré, il faut garder un élément pour montrer que vous y êtes allé. D'autant qu'il y a parfois une concurrence entre les urbexeurs. Le premier à avoir... parfois, ils me font penser aux alpinistes et au sommet. Vous savez, le premier qui a planté son... Voilà. Et il y a un urbexeur américain que j'ai interrogé, très sympa pour le livre, et qui me disait, mais moi, pour rentrer dans la communauté, il faut que j'ai pu montrer que j'ai été le premier à craquer des sites. Hein, parce que du coup, ça prouve que vous êtes quand même sérieux et qu'on peut ensuite vous emmener en expédition, c'est que vous avez une expérience. Voilà. Donc oui, il y a ce petit côté émulation, et évidemment, la photo est un témoignage de ce que vous avez fait. Et le quatrième élément aussi, c'est que beaucoup d'urbexeurs, et j'y insiste, ont l'envie, je pense, de défendre le patrimoine local. Et donc, pour le défendre, il faut le mettre à la portée des autres, voir ce qui s'est passé. Donc ça joue quand même, à mon avis, un élément. Je voulais reprendre, si vous permettez, sur le premier aspect de votre question, sur la dimension politique. C'est un des derniers chapitres du livre, parce que il y a cette idée aussi que moi je trouve intéressante, même que d'une certaine manière, en s'appropriant des lieux abandonnés, d'une certaine manière, on crée un nouvel espace qui peut être un espace de rencontre. Hein. Il y a certains urbex qui sont devenus d'ailleurs, au-delà du côté squat un peu... comment dirais-je, qui peut faire un peu peur et un peu limité à des militants. Il y en a qui ont essayé d'ouvrir ces lieux pour en faire des lieux de réunion, des lieux d'échange interculturel, etc. Et donc, du coup, il y a une dimension politique, c'est-à-dire reprendre l'espace démocratiquement pour que des lieux abandonnés qui ont appartenu à des gens qui y ont travaillé, qui ont vécu, deviennent à nouveau des lieux d'échange. Et il y a eu des tentatives aux États-Unis, etc. Il y a eu un cas célèbre aussi qui était... près de Londres, où il y a une ancienne usine qui a été occupée au moment où elle a été détruite, où les gens ont commencé à organiser des tas d'activités culturelles, théâtre, rencontres, jardinage, souvent, pour dire, ben voilà, ces lieux sont une histoire, ça fait partie de notre histoire, c'est notre histoire commune, donc il faut les réoccuper et pas les laisser à l'abandon ou à la spéculation. Donc il y a une dimension politique aussi possible dans l'urbex que je trouve intéressante. Alors là, il y a beaucoup de débats, on pourra en débattre, j'en donne quelques-uns dans le livre, de savoir si vraiment ça a une potentialité critique ou pas, mais ça c'est... À vous lire, en tout cas, on a l'impression que l'urbex porte en lui-même presque intrinsèquement les germes d'une critique du capitalisme. Ce qui est en fait en même temps assez drôle, encore une tension dynamique, parce que c'est vraiment un produit du capitalisme. Je veux dire, avec ce qu'il doit à la capacité à la possibilité de se déplacer facilement, à la liberté de circulation, au monnayage de toutes choses, c'est assez énorme. Et en même temps, on dirait que faire de l'urbex, ça pousse obligatoirement presque la réflexion vers la remise en cause du capitalisme, des lieux abandonnés pour qui, pourquoi, parce que... Alors il y a l'exemple de l'Allemagne qui est frappant, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui dit ben non, ça ne serve plus à rien, vos usines, laissez tomber, on va vous reconvertir, on va essayer de vous reconvertir, puis en fait on n'y arrive pas, mais les usines sont déjà fermées, c'est trop tard. Et la réappropriation aussi, voilà, il y a cette tension dynamique-là que je trouve assez intéressante aussi, entre critique du capitalisme et origine dans le capitalisme. Oui, tout à fait. Et je dirais même qu'il y a une critique un peu plus libertaire, parce qu'il y a quelque chose, quand on visite ces lieux abandonnés, qui est assez génial, moi je trouve, par rapport à... Moi, comme vous dites, je suis un arpenteur des villes. Je me promène partout, même de manière très légale et très normale, comme tout le monde. Mais voilà, dès que je vais dans une ville, je me contente pas de faire ce que j'y allais faire. Je vais toujours voir le monument aux morts, l'église, les vieux quartiers, voir les quartiers industriels. Donc je suis un arpenteur des villes. Mais il y a quand même quelque chose qui nous frappe. Et en tous les cas, les gens qui ont moins mon âge ou plus, c'est qu'on a un rapport à la ville qui est de plus en plus cadenassé, de plus en plus contrôlé. Je sais pas, je vois qu'il y a des gens qui ont mon âge ou plus. Donc, on a connu un monde où il n'y avait pas de code dans les portes d'entrée, donc où il n'y avait pas de caméra de surveillance, où les chantiers n'étaient pas gardés. Et donc, du coup, la ville était quand même un espace qui gardait une certaine liberté.
Et donc, et ce qui s'est passé là, avec ce capitalisme de surveillance contemporain, c'est que la ville, bien sûr, il y a toujours eu des sens et des organisations. Hein. Voilà, même au moins depuis un siècle et demi. Au moins depuis le moment où l'automobile s'est structurée, mais au début c'était un peu de désordre, mais quand même après ça s'est structuré. Et donc du coup, si vous voulez, on a l'impression que l'espace urbain, entre autres, on pourrait discuter de l'espace rural, mais finalement je connais peut-être moins, est de plus en plus assigné. Hein, c'est-à-dire que finalement la marge dans une ville aujourd'hui, la marge de manœuvre qu'on a comme individu pour définir notre parcours, elle est de plus en plus faible. Vous pouvez pas rentrer dans des lieux parce qu'ils sont fermés, même les églises sont fermées maintenant. Les codes des portes vous empêchent de voir, les chantiers sont surveillés par 50 caméras de surveillance. Et donc, du coup, finalement, la ville, votre espace assigné, si vous voulez aller d'ici à la Garonne ou à la gare, ben, vous n'avez pas 36 solutions. Hein, franchement, il y a une rue, voilà. Et donc, si vous avez envie de faire des petits détours, ben, il n'y a pas beaucoup de moins de possibilités. Et si vous avez envie de vous arrêter dans la cour d'un hôtel, bon, il y a ceux qui sont, ok, ça c'est touristique, mais là, ça l'est pas. Là, donc, du coup, finalement, votre marge de citoyens arpenteurs, elle est faible dans une grande ville, comme ici ou ailleurs. Or, ce que je trouve fascinant dans l'urbex, c'est que vous recassez tout. Parce que quand vous rentrez dans une usine chimique, normalement, c'est hyper contrôlé, c'est normal, évidemment. Mais là, vous pouvez monter dans le bureau du directeur, puis ensuite aller dans la fosse où il y a les tubes, puis ensuite remonter si vous avez envie. Puis vous pouvez sauter par-dessus l'escalier ou au contraire l'emprunter. Vous pouvez monter sur les toits ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui êtes totalement le maître de la manière dont vous allez appréhender l'espace. Et ça, moi, je trouve ça incroyable par rapport à tout ce cadenassage spatial. Bon, moi, je suis parisien, donc du coup, c'est encore peut-être plus marqué que dans des villes où peut-être un peu plus souple, où il y a quand même moins de densité de population et moins de spéculation immobilière. Mais quand vous êtes en urbex, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire et quand je dis maîtrise, c'est pas forcément pour faire des choses saugrenues, mais simplement vous décidez. De là où vous rentrez, et c'est extraordinaire parce qu'il peut y avoir marqué interdit, dangereux, il suffit de pousser la porte dans une usine abandonnée, c'est ouvert. Donc du coup, tout est à votre décision. Et donc du coup, je trouve que dans le rapport à l'espace, dans le rapport à la ville, c'est assez incroyable de se dire que vous pouvez rentrer dans le bureau du directeur, vous asseoir, regarder ses papiers, et puis ensuite aller vous promener dans le garage ou pas. Monter sur les toits, il y en a. Alors les plus acrobates peuvent même aller bien plus haut dans les cheminées, les antennes, etc. Et cette liberté, je trouve qu'elle a une potentialité critique et politique qui est assez fascinante. Se dire finalement pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas un peu plus reprendre possession de la ville, et donc de pas toujours prendre le pont qui nous est assigné, le chemin qui nous est assigné. Et d'ailleurs, donc ça c'est à mon avis aussi une critique du capitalisme contemporain dans sa dimension de surveillance que je trouve assez fascinante dans l'urbex. Et d'ailleurs, il y a une forme de dérivée qui est assez intéressante aussi, qui est un peu le même esprit, s'appelle le parcours avec un K. Ce sont plutôt des jeunes, mais bon, pas forcément, qui ont décidé de se réapproprier l'espace urbain de manière acrobatique et sportive. C'est-à-dire qu'ils se promènent dans la ville, mais justement sous des manières qui sont un mélange de sport, d'acrobatie, c'est-à-dire qu'ils vont aller partout où ils ont envie d'aller, alors de manière plus ou moins canalisée, en sautant, en marchant sur des poutres un peu dangereuses, en passant sur des bancs. Il ne s'agit pas de casser ou de renverser, mais il s'agit en quelque sorte de s'approprier l'espace urbain de manière assez libre. Donc, par exemple, dans le parcours, un élément qui est très important, c'est le saut. Par exemple, ils vont traverser des endroits que vous ne pourriez pas traverser parce qu'il y a un petit espace interstitiel, etc. Et donc, ils réorganisent en quelque sorte l'espace urbain par une appréhension physique totalement libre. Donc, parfois, ça peut être légal, parfois, ça peut être illégal. Donc, et là, l'idée n'est pas de la visite, contrairement à l'urbex. Ça peut l'être, ça participe. Mais l'idée, au contraire, de se réapproprier l'espace urbain par des formes où le corps devient le maître des lieux et non plus ce qui vous est assigné comme parcours. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Et par rapport à la critique du capitalisme, c'est aussi une critique du capitalisme spatial qui assigne forcément chacun à être là où on attend qu'il soit, dans un ordre qui est évidemment très déterminé par des questions souvent d'ailleurs capitalistes au sens monétaire. Si on protège, c'est parce que ce sont des lieux qui sont des ressources. Mais justement, parce que c'est en même temps, on l'a vu tout à l'heure avec cette espèce d'éthique de la transgression, c'est aussi une remise en question quelque part du concept de propriété, même si elle n'est pas contestée en tant qu'elle. On se pose vraiment, dans les faits, dans les actes, on se pose la question de savoir
qu'est-ce que devient un lieu qui n'est plus utilisé, quelle est la justification d'en garder la possession et d'en interdire l'accès, etc. Donc on remet en question quelque part la propriété. On a des formes qui sont très particulières de transmission ou pas de l'information, de rétention de l'information, ou alors d'excavation d'informations qui ont été perdues, négligées, qui étaient considérées comme inintéressantes. On voit de la réappropriation. En fait, j'ai l'impression que c'est pas le seul endroit au monde où ça se passe, mais j'ai un peu l'impression que l'urbex est une espèce de labo de production de fluidification, de lubrifiant social un peu, qui permettent de gagner de la liberté, de doter des frictions, quoi. Je ne sais pas exactement comment dire, mais vous voyez ce que je veux dire à peu près. Oui, tout à fait. Et effectivement, il peut y avoir un élément, disons, peut-être si c'est pas la base de lutte contre la propriété, c'est un peu la contestation. Ouais, c'est un peu la dernière phrase que j'ai écrite justement en allant dans ce sens-là, en disant finalement que pour moi, ces patrimoines abandonnés, c'est un bien commun. Parce que souvent, c'est pas simplement une propriété, mais c'est un bien commun au sens où c'est une histoire commune. Quand c'est une usine, c'est celle des ouvriers. Et quand c'est évidemment un monument à caractère historique, c'est un patrimoine qui dépasse encore ceux qui l'ont utilisé pour relever du groupe citoyen dans son ensemble. Donc oui, on peut aussi, c'est un autre aspect de la critique, vous avez raison, dire que finalement l'urbex, c'est aussi un moyen de réinterroger la propriété. Finalement, dans une ville de 30 000 habitants qui a eu un ou deux de mono-industrie, etc., quand l'usine ferme, c'est pas simplement celui qui rachète les biens qui en est le propriétaire. Elle a fait vivre un terrain, un lieu pendant des décennies, parfois même plus. Et donc, du coup, c'est un bien commun, cette histoire. Et donc, le lieu est un bien commun. Et donc, le fait qu'on puisse comme ça vendre ou privatiser une usine qui a fait vivre une région ou une ville, on peut l'interroger en termes de propriété. Et d'ailleurs, il y a des mobilisations citoyennes, vous me demandiez, par exemple, dans certains cas, quand elles sont trop abandonnées, c'est évident que, quand vous êtes dans des villes où des générations d'habitants ont vécu avec l'usine, ont travaillé dedans, moi je pense qu'on peut réhabiliter la notion de bien commun. Et donc du coup, l'urbex permet de dire, vous n'en faites rien, vous en avez peut-être la propriété de droit, mais il y a peut-être une propriété morale supérieure qui est celle de ceux qui prennent soin du bâtiment, qui le visitent, qui le photographient. Et donc oui, on peut militer pour cette idée que c'est une forme de lutte contre une propriété un peu éloignée de lieux qui ont été marquants pour les habitants. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là et elle me paraît très intéressante. Et d'ailleurs, beaucoup d'urbexeurs ont un peu cette dimension-là, surtout quand c'est dans des lieux pour lesquels ils ont été actifs. Et vous qui êtes historien, vous avez une idée de quand est-ce que le paysage industriel est devenu beau dans le regard des spectateurs? Alors il y a le poème de Baudelaire, d'Apollinaire, sur Zone, là où il parle de la Tour Eiffel. Le vers le plus célèbre, c'est la Tour Eiffel, qui est la bergère des ponts, mais il parle aussi des jolies rues industrielles, des foules qui se pressent à l'intérieur de l'usine. Donc parce qu'en fait, en lisant votre livre, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand j'étais gamin ou adolescent, il y avait une des premières émissions de télé interactive qui se passait dans une histoire de chasse au trésor, et c'était selon le vote des téléspectateurs que les candidats allaient à droite ou à gauche, et ça se passait dans des décors d'usine. Et à l'époque, c'était les années 80, donc effectivement c'était très à la mode, mais en lisant votre bouquin, je me suis dit, mais 5 ans ou 6 ans auparavant, non seulement techniquement ça n'aurait pas été possible, mais ça aurait généré le dégoût des téléspectateurs au lieu de générer leur fascination. Quand est-ce qu'on a commencé à re-regarder ce paysage d'une manière esthétiquement neutre, se dire c'est beau ou c'est pas beau, mais d'en juger au cas par cas et non pas par son connoté? Oui, c'est exactement dans ces années-là, parce qu'on a deux butoirs pour le mesurer, c'est deux destructions. Deux destructions qui montrent qu'à un moment donné, c'est la destruction des Halles Baltar et la destruction de la station de Euston à Londres, qui montrait, donc la Londres, c'est au milieu des années 60, et les Halles Baltar, c'est début des années 70. Et donc, du coup, c'est le moment du basculement. C'est-à-dire que ces deux destructions-là montrent qu'à l'époque, on pouvait détruire du patrimoine. Donc une station de métro, c'était pas industriel, mais disons technique en apparence. Les Halles Baltar aussi. Et après, donc du coup, le basculement s'opère après, dans les années 70. Aujourd'hui, on dirait détruire les Halles Baltar, c'est un truc de ouf. Mais à l'époque, c'était considéré comme possible finalement, parce que le regard, comme vous le disiez,
portait sur des choses, une architecture technique sans intérêt. Et du coup, on voit dans les années 80, ce qui était considéré comme des verrues, comme une architecture sans intérêt, devient tout à fait intéressant. Et voilà, donc c'est ces années-là, justement, le basculement vers un regard différent sur l'architecture industrielle et l'architecture fonctionnelle. Et d'ailleurs, on le voit bien, et je pense que l'Urbex contribue même à prolonger cela bien au-delà, parce que du coup, ça peut aller... Bon, alors les grandes usines, maintenant, c'est évident, hein, qu'une usine 19e, personne ne va dire que c'est sans intérêt, enfin, à moins de vraiment être borné. Mais maintenant, on commence à se poser des questions sur des choses qui étaient moins évidentes, même des supermarchés, etc., en se disant, est-ce que vraiment ça peut être détruit sans y réfléchir, sans au moins faire une campagne photographique au minimum. Et donc, du coup, ce basculement, il a une trentaine d'années. Et je pense que l'Urbex, à la fois, en participe et en même temps le renforce, hein, de ce point de vue-là. Donc c'est quelque chose de très frappant. Et d'ailleurs, l'autre aspect par rapport à un peu l'ensemble des questions que vous aviez posées, c'est que les urbexeurs aussi, parfois, et surtout que maintenant c'est un mouvement qui a quand même 30 ou 40 ans, parfois ont été les seuls témoins, hein, d'un certain nombre de lieux. Parce qu'évidemment, les belles et grandes usines, Runeau-Billancourt, il y a eu des choses. Hein. Mais quand c'était des petites usines locales, il n'y a pas forcément eu des photographes qui avaient fait attention à la disparition. Donc finalement, parfois, il y a des lieux dont le seul témoignage un peu correct, un peu systématique, provient d'une pratique d'urbex. Hein. Donc du coup, voilà, quand l'usine est détruite, on se dit, ah bah tiens, on l'a pas photographié. Ou alors, maintenant, de moins en moins, parce que, encore une fois, le regard a changé. Mais encore, il y a 20 ou 30 ans, on pouvait très bien détruire une usine sans faire de campagne photographique. Hein. Alors maintenant, de moins en moins, et j'ai vu, et c'est extraordinaire. Et je pense que là, l'urbex a joué un rôle. J'étais il n'y a pas longtemps à Metz pour une conférence, et je suis allé faire un peu d'urbex, évidemment. Et donc, je suis allé voir une caserne militaire à Montigny, qui est juste à touche Metz. Et là, comme j'étais, entre guillemets, VIP, j'étais invité par la mairie, etc. Ils m'ont dit, mais non, on va vous emmener, vous inquiétez pas. Voilà. Moi, j'aime pas quand on m'emmène parce que je suis plus contrôlé. Mais du coup, là, je me suis fait faire un urbex légal. Et j'ai discuté avec le responsable de la mairie qui me disait qu'en fait, par exemple, avant cette destruction, donc qui est là en ce moment, ils ont fait une campagne systématique de photographie, alors que tout n'est pas intéressant. Et ils ont même relevé des objets qui étaient tout à fait récents. Donc on se dit quand même qu'on a beaucoup progressé. Hein, c'est-à-dire qu'une caserne standard, bon, il se trouve que De Gaulle a été en cantonnement, donc ça joue un petit peu dans sa patrimonialisation, mais même, hein, ils ont patrimonialisé l'ensemble des bâtiments, et la campagne photographique, elle est extraordinaire. Elle est typiquement type urbex, hein, c'est-à-dire qu'on est rentré dans tous les bâtiments à l'abandon, on a photographié, ils ont sauvé des papiers peints, des trucs qui n'ont pas de valeur marchande ni patrimoniale a priori, parce que maintenant, quand on détruit des lieux de cette importance-là, parce que c'est une immense caserne, hein, évidemment, et donc là, je pense que le regard urbex quand même a joué un rôle dans ce basculement. Il ne l'a pas provoqué parce que ce n'était pas aussi marqué dans les années 80, mais il l'accompagne. Mais je pense, je dois dire que les gens qui liront votre livre vont faire comme moi, qu'ils vont le lire à côté de l'ordinateur pour aller chercher les docs dont vous parlez, essayer de voir les photos des lieux que vous citez. Et puis vous avez. Alors moi, c'est vrai que je suis fasciné parce que je suis plutôt lecteur de littérature, mais là, je vois la fin, là, ces 20 pages de bibliographie, de notes, etc., etc. Je trouve que c'est comme un gâteau, c'est fini. Hein. On a l'impression que c'est sauvé de l'oubli, ce coup-ci, ces choses-là, quoi. C'est des. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vous avez peut-être des questions à poser. Oui, je vous prête un micro. J'ai plusieurs questions. Vous avez cité les monuments, les bâtiments industriels, mais est-ce que l'urbex peut se pratiquer dans des maisons individuelles abandonnées? Ensuite, vous évoquez votre découverte de cette usine de sacs dans l'Est et le plaisir d'être le premier et cette forme de concurrence. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de code informel entre urbexeurs pour dire moi j'ai été le premier dans ce lieu, etc. Et puis, vu le développement de la pratique qui a l'air exponentiel, comme bientôt il n'y aura plus aucune montagne qui n'a pas été gravie, est-ce qu'on découvre encore de belles, entre guillemets, ou de grandes ruines, ou est-ce que tout n'a pas été découvert parce que le nombre d'urbexeurs se développe plus vite que le nombre de ruines? Hélène n'est pas là, mais il faut quand même que je reprenne le micro, sinon elle va me tenser. En fait, les maisons individuelles, bien sûr, par exemple, un des lieux les plus géniaux que j'ai trouvé, moi, c'était une maison qui a été abandonnée par une ancienne habitante de RDA, une dame qui était très âgée. Et donc, je commence à l'urbexer, je me suis fait attraper par le propriétaire. Là. C'était un jeune homme de 30 ans, donc il connaissait l'urbex, parce que c'est quand même plutôt des pratiques en termes de génération plutôt jeunes. Donc, je lui dis, je suis urbexeur. Il m'a regardé un peu bizarrement, j'étais quand même entré dans sa maison. Et il m'a dit, mais comment... Il me dit, si vous êtes urbexeur, vous avez pris des photos. Et évidemment, j'avais mon appareil, donc j'avais déjà 50 photos de sa maison, donc il a vu ma bonne foi.
Et du coup, j'ai pu la visiter, cette maison. Et en fait, il ne l'avait pas touchée parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour la rénover, donc il vérifiait juste qu'il n'y avait pas de problème. Et elle s'était arrêtée dans les années 80, c'est-à-dire qu'il y avait toute la vie de cette dame qui avait connu l'époque de Weimar. Il y avait même des journaux des années 20 qu'elle n'avait pas encore rangés. Hein. Et donc, c'était incroyable. C'est une toute petite maison. Hein. Il y avait 3-4 pièces, des appentis, etc. Et en termes d'urbex, c'était passionnant. Hein. Il y avait des skis des années 50, parce qu'il manifestement faisait beaucoup de skis dans sa famille. Je ne sais pas comment, je ne connais pas son histoire. Et là, j'aurais adoré faire un travail archéologique. Hein. Donc là, la maison individuelle était en plus figée dans le temps. Donc, on peut très bien urbexer des maisons, même petites, hein, même a priori ne donnant pas de... Voilà, ça va plus vite. Donc oui, il n'y a aucune limite. Il y a toujours un risque d'être à l'illégalité. À partir de quand, si le propriétaire peut mal réagir, et est-ce qu'il arrive que l'urbexeur soit confronté à la police ou... Bien sûr. On a même un collègue urbexeur qui est professeur de géographie en Angleterre, hein, qui est un des grands fondateurs du mouvement, qui s'appelle Bradley Garrett, professeur, hein, c'est pas un beatnik. Et lui, il s'est fait arrêter parce qu'il est allé dans les souterrains du métro de Londres, notamment dans des lieux qui servaient en fait aux services secrets à stocker leurs archives. Donc ça, c'est un peu dommage. Il est mal tombé. Et lui, il a été jugé, il a été condamné. Alors, je pense pas qu'il a pris de la prison ferme, hein, surtout qu'il a rien dégradé. Mais oui, on peut très bien être arrêté. Et moi, une fois, je me suis fait aussi arrêter par une gardienne. J'étais un truc totalement abandonné, je pensais vraiment pas. Puis tout d'un coup, je vois des alarmes, des chiens, des machins. J'avais l'impression d'être dans un Hawaii police d'État. Et elle me dit, bon, j'appelle la police, vous êtes foutus, etc. Et tout. Bon, je fais d'accord, moi je reste calme toujours. Et je lui dis, bah voilà, je suis historien et tout. Et puis elle s'est finalement apaisée. Elle a appelé pas du tout la police. Et c'est elle qui m'a fait visiter. Voilà, parce qu'elle avait travaillé là. Hein, c'est là où le témoignage. Donc oui, on peut visiter absolument n'importe quoi en urbex. Et parfois d'ailleurs, c'est passionnant comme cet exemple-là. La concurrence, oui. Alors ça, c'est le mauvais côté. Mais moi, si vous voulez, je suis pas dans le milieu des urbexeurs au sens où je passe pas ma vie avec eux, même s'il y en a qui sont sympathiques. Mais oui, il y a une vraie concurrence, hein, qui est double. Il y a une concurrence sur le premier qui va découvrir un lieu et aussi sur la photographie. Parce que ça, mais il y a quand même l'idée qu'il y en a qui sont de très bons photographes. Hein, et donc, il y a un peu quand même une surenchère dans la qualité picturale aussi, qui est très manifeste. Hein, donc ça, c'est... Et du coup, est-ce qu'il reste des lieux? Absolument. Parce que comme dans tout mouvement... si vous voulez, les 90% des urbexeurs sont pas des gens qui vont forcément faire des grandes recherches. Donc, ils cherchent les lieux les plus connus où tout le monde est déjà allé. Et quand vous faites un travail d'urbex un peu plus approfondi, par exemple, moi, je travaille sur les annuaires des années d'avant l'industrialisation, d'avant la désindustrialisation. Des annuaires, donc du coup, je regarde toujours les adresses. Et donc, du coup, quand je me promène dans un lieu, je regarde les adresses telles qu'elles étaient avant. Autrement dit, et là, parfois, je découvre des lieux qui sont dans l'entre-deux, qui ne sont pas connus du tout. Hein, et je peux vous dire que je retrouve tout le temps, partout, des lieux que personne ne connaît, mais qui ne donnent pas l'impression d'être complètement abandonnés parce que les fenêtres ne sont pas cassées, etc. Mais moi, je sais que c'était une usine. Si c'est une usine, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait personne et que tout soit fermé. C'est donc qu'elle est forcément à l'abandon. Et donc, du coup, vous avez encore des milliers de lieux qui sont totalement vierges parce que les gens n'ont pas fait la démarche, hein, d'aller le voir. Ils vont sur les spots qui sont immenses, qui sont connus, qui sont évidents à trouver. Donc oui, on peut encore... et moi, par exemple, quand j'ai un chapitre là-dessus dans le livre, hein, je montre comment j'ai fait, par exemple, sur une ville de Saxe qui était la ville de la dentelle. Et donc, par exemple, cette ville de la dentelle qui s'appelle Plauen. Et donc là, j'ai fait un chapitre pour montrer concrètement. Donc moi, je me suis dit, je vais passer 4 jours à Plauen, c'est pas une grande ville, et je vais essayer de voir systématiquement tous les lieux abandonnés. Mais si j'y vais comme ça, uniquement avec ce que je trouve sur Internet, je vais aller sur les plus grands spots. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les archives de Plauen, j'ai pris les annuaires, j'ai pris les cartes, et j'ai dit, ben voilà, si je vais à Plauen il y a 50 ans, où étaient les usines? Et donc j'ai pris mes adresses, sans penser à ce que j'allais voir aujourd'hui. Et donc du coup, et j'en ai découvert, par exemple, il y en a une, vous avez un immeuble flambant neuf, mais quand vous passez derrière, vous tombez sur en fait 3 usines abandonnées. Hein, et donc du coup, personne ne peut le voir de la rue, personne ne peut le voir même sur Google Earth parce que c'est limite. Mais si vous savez que c'était une usine, vous dites ça ne peut pas être cet immeuble-là. Donc il y a forcément autre chose. Donc vous voyez, le travail de terrain me permet de découvrir encore des choses qui sont tout à fait inédites. Hein, et puis l'autre chose aussi qui joue, c'est que tous ces lieux sont vivants, c'est-à-dire qu'il y a des usines qui ferment, il y a des maisons de la culture qui ouvrent, voilà. Et donc du coup, les lieux évoluent aussi. Donc oui, on n'est pas du tout dans un monde qui serait figé avec des spots définitivement identiques. D'autres questions? Bon, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier vraiment de votre générosité et si vous le voulez, vous faire signer quelques livres. Merci.
Le livre de Nicolas Offenstadt, Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée, est édité chez Albin Michel. Nicolas Offenstadt est aussi l'auteur de 14-18 aujourd'hui, La Grande Guerre dans la France contemporaine, chez Odile Jacob Histoire, en 2010. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée mercredi 18 mai 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.